J'ai le plaisir d'accueillir Corinne Lepage et Christian Huglot qui viennent nous parler de leur livre Nos batailles pour l'environnement, sous-titré 50 procès, 50 ans de combat aux éditions Actes Sud. Alors, d'abord, je voudrais savoir, et sans flagornerie, c'est un livre avec lequel j'ai appris, moi personnellement, pourtant je suis journaliste de profession, plein de choses. Des choses qui m'ont assez révolté parfois, qui m'ont intéressé, qui m'ont rassuré aussi parfois, on pourra en parler, parce qu'il y a aussi des choses rassurantes, Madame Lepage et Monsieur Huglot pourront le dire. C'est un livre pour ceux qui se questionnent, et notamment la jeunesse, notamment pour le climat, pour les histoires de pollution qui nous ennuient, qui nous pourrissent la vie, malheureusement. Et voilà, toutes les grandes questions environnementales, écologiques, etc. Je conseille vivement de lire ce livre exemplaire. Alors, Corinne Lepage et Christian Huglot, je voudrais simplement, en quelques mots, que vous vous présentiez, même si les gens, bien sûr, vous connaissent, mais présentez-vous, s'il vous plaît. Alors, bonjour à toutes et à tous, et je suis très heureuse d'être parmi vous cet après-midi. Donc, je suis avocate de formation, j'ai un doctorat d'état de droit. J'ai enseigné pendant 30 ans le droit. J'ai été ministre de l'Environnement de 1995 à 1997. J'ai été député européen de 2004 à... Non, 2007. Je ne sais même plus, 2009 à 2014. J'ai été élue locale pendant une dizaine d'années. Et aujourd'hui, je suis revenue à mon cabinet et à beaucoup d'activités associatives dans des domaines extrêmement différents. Et moi, je m'appelle donc Christian Huglot. J'ai prêté serment en 1968, l'année où on donnait les diplômes, vous le savez. Mais j'ai rencontré Corinne en 1978. 1978, c'est l'affaire de la Moco Cadiz, c'est le drame de la Bretagne. Et nous faisons équipe depuis cette période-là. Alors, je continue à enseigner le droit, j'ai enseigné à la faculté. Je dirige des collections de droit et, comment dirais-je, j'ai terminé ma carrière d'enseignant au CNAM, Conservatoire national des arts et métiers. Mais nous continuons tous les deux sans arrêt depuis le début, parce que tout ça est passionnant, c'est une aventure extraordinaire de faire marcher la société civile, l'aider à marcher et à créer le droit. Que c'est elle qui crée le droit, ce n'est pas forcément les parlements. On en parlera tout à l'heure. Alors, parmi les... Vous traitez, comme vous le disiez, 50 procès, 50 grandes affaires qui concernent l'environnement. Il y en a une qui est particulièrement exemplaire, c'est celle de l'Erika. Je voudrais que vous m'en parliez, Madame Lepage, s'il vous plaît. Alors, on va se partager le travail avec Christian. Donc, l'Erika, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est un bateau qui s'est crashé au large de la Bretagne et surtout des Pays de Loire, d'ailleurs, en 1999, au moment des grandes tempêtes. Et ce bateau avait transporté du pétrole très lourd, très sale. C'était du goudron réchauffé, quoi, pour se rendre compte un peu de ce que c'était. Et donc, nous avons eu l'honneur de défendre un grand nombre de communes qui étaient touchées. Et nous avions en face de nous un affréteur. L'affréteur, c'est la société qui loue le bateau. Ça s'appelle un affréteur, qui était la société Total. Et donc, nous avons déposé une plainte pénale. Mais nous nous sommes heurtés à une difficulté qui est une convention internationale dans ce domaine, qui en fait exonère la responsabilité des propriétaires et des affréteurs. Je ne peux pas rentrer dans les détails, je n'ai pas le temps, mais les conventions internationales du droit de la mer, disons que les grandes sociétés y ont une part très importante, voire prépondérante. Et donc, très vite, nous nous sommes dit qu'on pouvait être dans un cas de figure dans lequel Total serait condamné au pénal à payer 150 000 € d'amende, ce dont il se fichait éperdument, évidemment, ou 200 000. Mais par contre, il passerait à travers la question de la réparation du préjudice, et en particulier du préjudice écologique, dont Christian va vous parler dans un instant. Et donc, nous avons engagé simultanément une procédure pour faire reconnaître que Total devait quand même payer, malgré cette convention, parce que, et c'était une invention en droit, et ce bouquin, il essaye d'expliquer justement comment on peut inventer dans le droit.
de dire que eh bien, ce qu'il y avait en mer, les boulettes, vous savez, ben, ça pouvait s'appeler des déchets. Et que si c'était des déchets, ben, la législation déchets s'appliquait. Et qu'à ce moment-là, Total était responsable des déchets qu'il avait créés. RICA, ça a donné lieu effectivement à la loi de 8 août 2016 qui reconnaît le dommage écologique. Donc vous voyez quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire cette puissance de la décision du juge et de l'expertise qui va jusqu'au législateur. Alors je peux donner des détails si ça vous intéresse sur la façon dont on apprécie le dommage écologique. Qu'est-ce qu'on a fait dans l'état actuel des choses? D'ailleurs, ça a apporté environ 200 000 € aux communes. L'idée était très simple, la suivante. Ça consiste à dire l'estran, qui est la partie découverte de la mer, qui est la plus riche, a une valeur biologique qui est estimée par les experts, par des travaux d'éminents spécialistes, le professeur Chevassiot-Louis, qui est un grand professeur de biologie, qui a dit que par tant de mètres carrés, on arrivait à, comment dirais-je, évaluer l'allocation en quelque sorte de la richesse de la biodiversité. On avait calculé que c'était pour 2 ans, on a calculé ça sur 1 € par mètre carré d'estran, et ça a rapporté environ 200 000 € aux communes, qui sont libres, après ça, de faire des travaux de restauration de la mer. C'est indispensable pour les pêcheurs à pied, c'est indispensable aussi pour la productivité primaire biologique. Alors cette théorie-là est très intéressante parce qu'on va la retrouver dans quelques instants sur la question du réchauffement climatique. Pour revenir à ma question, je voudrais que vous évoquiez les soucis climatiques, le climat, parce que c'est le héros, si on peut dire, le héros malheureux de ce livre. Alors oui, juste un mot pour dire que le plan qu'on a choisi avec Christian a été un plan chronologique. Oui. Qui commence avec, comme Christian l'a dit, la Corse 1969. Et la première période va à peu près jusqu'au moment où j'ai été ministre, non pas parce que c'est une période charnière, mais parce que globalement, ça correspond à une première période de construction du droit de l'environnement. Ensuite, il y a une deuxième période, donc 90-95, jusque vers 2010-2015, qui est une période dans laquelle les grands lobbies se sont organisés et où les choses ont été beaucoup plus difficiles relativement que dans la première période, ou dans le cas très différentes. Et là, on raconte notamment tous les combats sur les sujets des pesticides, qui est un sujet qui, pour moi, est extrêmement important parce que environnement, santé et biodiversité, pour moi, ça ne fait qu'un. C'est le même sujet, en réalité. C'est le sujet du vivant, sous toutes ses formes. Et puis, la troisième partie que nous avons intitulée « Les procès de demain ont commencé hier », où nous abordons effectivement la question de la justice climatique et de la justice sanitaire. Alors, sur la justice climatique, il faut se rendre compte vous avez tous entendu parler de la COP26, bien sûr, et on voit que les États, ils ont beaucoup de mal quand même. Ils ont beaucoup de mal. Et donc, depuis maintenant 5-6 ans, se développe à l'échelle de la planète, c'est pas seulement chez nous, à l'échelle de la planète, ce que l'on appelle le phénomène de la justice climatique. C'est quoi? Ce sont des gens comme vous et moi, des associations, des villes, des associations d'enfants, beaucoup dans les pays anglo-saxons, des trusts d'enfants, qui saisissent le juge pour faire juger que leurs États n'en font pas assez et qu'ils mettent en péril leur avenir. Et donc, il y a, pour se rendre compte de l'importance du sujet, il y a plus de 2000 procès dans le monde aujourd'hui. Christian va prendre la parole pour dire un peu ce qui se passe ailleurs et vous parler peut-être de Karlsruhe. Oui, mais je crois que ce qu'il faut dire, c'est pourquoi le juge national est si important. Il est important pour 2 raisons. D'abord, pour son existence lui-même, parce que sa façon de travailler est capitale et elle est supérieure, à mon avis, au Parlement. Première observation, lorsque le juge est saisi, le juge doit statuer sous peine de déni de justice. Le Parlement peut créer une commission. Deuxième observation, le débat devant le juge est un débat scientifique et contradictoire. Le petit a la parole comme le grand, et toutes les preuves peuvent être apportées et discutées. Troisième observation, la décision du juge doit être motivée. Ce n'est pas toujours le cas des parlements, ils peuvent rejeter sans vous expliquer quoi que ce soit. Et quatrième observation, c'est que la décision du juge est une décision qui est révisable. Et donc, vous avez là un laboratoire pour la société civile, un levier extrêmement puissant. Alors, pourquoi ça fonctionne dans le domaine climatique? Parce que le droit international est insuffisant. Si vous prenez la Convention de 1992, il y a 3 défauts.
D'abord, premièrement, c'est la règle de l'unanimité. Il y a 192 États. Vous avez bien vu déjà en 2015, lorsque M. Fabius a acheté le marteau, il y avait des États qui étaient dans le fond de la salle qui disaient « je ne suis pas d'accord ». Mais enfin, c'est passé à l'as. Deuxième observation, il y a une règle qui s'appelle la responsabilité commune et différenciée. C'est-à-dire les pays développés, pas développés, c'est un facteur de conflit et pas de rassemblement d'unanimité. Et la troisième observation, c'est que, comment dirais-je, il y a un article 3, paragraphe 5, qui dit que quand vous faites quelque chose pour le climat, il ne faut pas contrarier le commerce international. Alors vous comprenez que là, ici, on est dans l'urgence. Et si on est dans l'urgence, il faut dégager ce qu'on appelle une obligation climatique supérieure à celle de la loi et à la hauteur de la Constitution. Il y a très peu d'États dans le monde qui ont inscrit le climat dans la Constitution. Très peu, 4 ou 5, des petits États. Puis, la vérité des choses, je termine là, Corinne va compléter, mais c'est nous qui prenons en main le destin. Et tout ça, c'est plein d'espoir. Moi, je suis absolument ébloui de voir ce qui se passe dans les différents États. Je compare les différentes jurisprudences et je vois se construire le monde de demain pour nos enfants. Ces sujets-là sont des sujets certes conflictuels, mais aussi de formidables rassemblements, parce on partage tous la même petite planète bleue, il n'y a pas de planète B. Donc il y a quand même beaucoup de gens qui ont compris ça, malgré tout. Et deuxièmement, parce que les gens se sont rendus compte qu'ils peuvent faire des choses, qu'ils peuvent agir. Et finalement, l'action, c'est le meilleur instrument qu'on ait contre la peur. Parce que tout ça est anxiogène. Évidemment, on a peur, parce qu'on ne sait pas où on va. Mais le fait d'agir, le fait de se battre pour nos enfants, en ce qui nous concerne, nos petits-enfants, enfants aussi, mais surtout petits-enfants, je dirais que c'est enthousiasmant. On est utile, on sert à quelque chose, on participe à cette transformation du monde. Il y a quand même quelque chose d'ajouté en point d'orgue, et qui est le suivant, c'est que tous les efforts qui sont faits, on pourra dire, mais vous êtes formidable, c'est fait à l'Europe, et puis l'Europe ou la France, c'est 1% des gaz à effet de serre, la Chine, c'est 28, etc., l'Inde, c'est ceci. Non, certainement pas. Parce que ce qui se passe actuellement, d'abord, première observation, on est dans l'urgence. Et quand on est dans l'urgence, on ne se préoccupe pas de savoir s'il faut sauver les meubles, il faut sauver la maison tout entière. Et quelle que soit la partie qu'on attaque. Première observation, c'est celle-là. C'est que tout ce que nous faisons aussi en Europe est scruté en détail par la Chine. Ils sont en train de copier actuellement, nous sommes allés en Chine pour rencontrer des universitaires pour la création du code de l'environnement chinois. Ils ont un peu de retard par rapport à nous. Nous avons fait, il y a un certain nombre d'années, le code de justice administrative pour le Vietnam. Tous ces pays de l'Asie sont très, très attentifs à ce droit de l'environnement qui n'est pas le droit américain des affaires, parce que c'est le droit de l'intérêt général. Et là, il se passe quelque chose, et quelque chose de durable. Eh bien, oui, il est l'heure. Sylviane Leonetti vient de me faire signe. Merci encore, chère Corinne et cher Christian Huguelot. Et merci, mesdames, messieurs. Et je vous recommande très, très vivement ce livre qui est vraiment un livre exceptionnel, disons-le. Merci encore.